abundance of images of what is plenitude, and who does not think finitude, is ridiculous. And of course, then you can come to fashion. So, c'est le mythe communiste de l'intellectuel collectif. It's the communist mythology. On est dans le capitalisme, aujourd'hui le libéralisme, on est avec des idéologies comme ça, dans le mythe communiste de l'intellectuel collectif. Je donne un exemple. Pendant la guerre du Vietnam, il se trouve que j'ai eu un Viet qui a été un de mes élèves. Il est devenu professeur après, mais il a vécu la guerre du Vietnam contre les Américains. Et il me disait, c'est extraordinaire, ça marchait très bien le cerveau collectif pour faire la guerre aux impérialistes. Chaque fois qu'on avait un problème, on envoyait un messager en vélo, avec des vélos, on envoyait un messager dire voilà le problème. Alors ça pouvait être un problème d'adduction d'eau, de réparation des ponts détruits, n'importe ce que vous voulez. Et comme il dit, dans les 8 ou 10 jours, on avait la réponse. L'intellectuel collectif des Vietnamiens avait trouvé la réponse. Youpi! Explique, parce que ça, so it's a little bit like the communist mythology of the collective intellectual. And he's giving the example with the Vietnam War, and he had students, Vietnamese students, and we told them about this collective intellectual, which is proper to a communist ideology and mythology, and giving the example that anyway, if there was a problem then in Vietnam, and the problem was brought by somebody who, with his bicycle, went to some place to say, well, this is our problem, which may be linked to construction, or water, whatever. And he was happy that within 8 days, the answer would come, okay, what do you have to do, and so on. And this is what he says, it's ridiculous. This is, and then they are grateful to the collective intellectual. It's like the internet today. It goes a little bit faster, perhaps, so there's no difference. But it's a mythology. I don't know. So let's go. Yeah. Okay. I just had a question about that. We talked about P-less art. During the class, almost in a negative form, either looking for art that is pitiful or that has. When he talks about pitiless art, in art here, like pitiless. What is it? Sans pitié. A lack of pity. And that kind of implies to me a negative form that he's looking for an aesthetics that would have pity, and it kind of makes me think of Nietzsche's critique of pity as a way that the object of pity becomes frozen into that form, like for instance the poor or whatever it is that you're talking about that is the object of pity becomes frozen into that form. Whereas, and I was wondering if he actually means pity or if he would be equally happy using the word sympathy or empathy that would allow for the becoming of the object of pity. Okay, but I have to see the exact, because it's difficult because when the texts are translated into English, right. It's a completely different vocabulary. So what telling me pity is what is I know. C'est pitié, pity is Mitleid, aber negative. Okay. When you say I pity you, it's sort of like it's almost like a Bedauere, okay. Alors tu parles dans la procédure sous silence de l'art sans pitié. Oui, c'est Albert Alors, Camus. Un siècle impitoyable. C'est Albert Camus. Alors la demande est est-ce qu'un art sans pitié, est-ce qu'il y a l'art qui peut est-ce que l'art sans pitié est plus accessible? Est-ce que l'art sans pitié est plus accessible que l'art accessible qu'un art de type empathique ou est-ce que
C'est une grande question qui est en même temps une toute petite question. Et on retrouve toujours la même chose. Les deux ordres de grandeur de Bossuet. La grandeur de puissance, qui peut être impitoyable, et la grandeur de pauvreté, qui est pitoyable. Les deux sont liés. On ne peut pas, ou alors le bien et le mal n'existent plus. C'est génial, il n'y a plus de bien et de mal. Là, on touche à la question, mais moi j'y touche à cette question par l'espace-temps. Je n'y touche pas moralement, les bons et les mauvais, etc. Mais par l'ampleur de l'ordre de grandeur de puissance et de l'ordre de grandeur de pauvreté, de faiblesse. Un monde qui dénie, comme ça a été le cas pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'ordre de grandeur de la pauvreté et de la faiblesse, est un monde qui finit, qui s'épuise, et qui mène à quoi? Au suicide global, pas seulement national, comme au Japon, dont j'ai parlé hier, mais au suicide national. Le kamikaze est d'une certaine façon le héros de ce monde impitoyable. Il est même impitoyable vis-à-vis de lui. Non seulement dans un suicide passif, je souffre et je veux mourir, mais dans un suicide actif. Je veux que ma mort fasse mourir le monde. On ne peut plus fonctionner avec cet ordre de grandeur de la puissance. C'est ça la finitude. C'est ça la situation actuelle du monde écologique. C'est à partir de la fin et de la finitude qu'on peut reposer la question de l'art, la question de la politique, la question des mœurs, etc., etc. Il y a là une situation qui nous dépasse, qui me dépasse. Parce que moi, je suis inscrit dans l'ordre de la pitié, du pius, c'est-à-dire de la miséricorde. La miséricorde ou la compassion est considérée le plus souvent comme une faiblesse. Elle est d'une puissance, celle de la faiblesse. Et on ne peut pas s'en passer, sous peine de verser dans le suicide collectif, soit à la japonaise, soit à l'américaine avec Hiroshima, Nagasaki ou Tchernobyl. It's relating it to compassion and sympathy. So Empathie. I think he's talking. We have to remember about the two grandeur. You have the grandeur of what's wealth, power, and then you have the grandeur of poverty. Like he said yesterday, there must be a sort of compassion. When he uses the word pitiful art, I think he's referring to that passion or compassion. And if we lose this compassion, we know what happens in the Second World War. It leads to perhaps suicide. Can lead what we referred to yesterday in Hiroshima, perhaps to a mass suicide. If I don't have compassion for myself, I project it onto my culture, then it can lead to this mass suicide. So he says, global suicide. He says for him, this is important. He's about the power of, when he says weakness. We need to remember this. And for him, you can look at it too with pitiful. You can interchange that word with piety, in a sense, pious. Je voudrais donner un exemple tout simple avec ce vers. La grandeur de pauvreté et la grandeur de puissance. Ce vers est d'une grandeur de puissance absolue. Il est aussi grand qu'il peut l'être. Si ce verre faisait 300 mètres de haut, 3000 mètres de haut, ça ne serait plus un verre, ça serait un château d'eau. He says he's using this glass Il est géant en tant que tel. of the grandeur of power, and he said it's at its finitude, it's at its limit of its power. If that's what's It exists in its finitude. right. It's a cup because it's limited. It's at its limit. If that cup was 30 feet high or whatever, it would no longer be that. It would be a castle of water. Anyway, you should not trust Nietzsche here. The only is a polemic against Schopenhauer's idea of compassion. It has a lot of things. Nietzsche is not
the case. It's a compassion or the sympathy is you recognize yourself in the other. That is the real core of compassion. That is not frozen, that's opening up, facing your own possibilities in life. That was Nietzsche's polemic short-sightedness here. La faiblesse, la pitié est une puissance. Weakness and pity is a power. Forget that. Power. C'est ça la différence entre la grandeur de puissance du tyran de l'Everest, de la montagne, la tour de Babel, etc., qui existe, c'est incontestable, et la grandeur de petitesse. C'est une puissance.